Voilà, donc pour le lancement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen en Creuse, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Le Breton, député français au Parlement européen, spécialisé dans le domaine juridique, qui s'occupe également d'immigration, qui a écrit de nombreux ouvrages de droit. D'après ce que j'ai vu, voilà, on ne se connaissait pas avant. Oui. Je connais beaucoup plus votre collègue Bernard Monod, puisque j'étais sur sa liste aux européennes. Et on a élu du centre. Oui. Donc, voilà, il est élu de notre région, on a eu le plaisir de l'accueillir plusieurs fois. Très bien, mais en effet, je suis professeur de droit dans le civil, j'ai écrit beaucoup d'ouvrages, et j'ai rejoint Marine Le Pen dès qu'elle a accédé à la présidence du Front National en 2011, et aussitôt le courant est bien passé entre nous, et je suis devenu immédiatement son conseiller pour l'enseignement supérieur, et aussi l'un de ses conseillers sur l'Europe, puisque si je fais de la politique, c'est parce que je suis souverainiste, et je souhaite que la France retrouve sa souveraineté. Alors précisément, eh bien, je suis là aujourd'hui envoyé donc officiellement par Marine Le Pen pour présenter son programme aux militants de la Creuse, et ces 144 propositions que j'ai contribué, avec bien sûr beaucoup d'autres, avec Bernard Monod, à rédiger. Alors l'engagement numéro 1 précisément, c'est de récupérer notre souveraineté. Donc je vais beaucoup insister là-dessus. Marine Le Pen explique qu'elle ne pourra rien faire, elle ne pourra pas redresser le pays si la France ne retrouve pas d'abord ses 4 souverainetés. Donc sa souveraineté territoriale, qui consiste à sortir du système Schengen pour retrouver le contrôle de nos frontières intérieures. Et à ce sujet, dans le programme, elle prévoit d'ailleurs la création de 6000 postes de douaniers pour nous permettre d'accomplir au bien cette mission de contrôle. La deuxième souveraineté, c'est la souveraineté législative, puisque vous savez qu'à l'heure actuelle, 80% de nos lois recopient en réalité des directives européennes. Donc on veut désormais que le Parlement soit pleinement souverain et que 100% des lois françaises soient d'inspiration française. La troisième souveraineté, c'est la souveraineté budgétaire. Et il faut que la France soit capable de voter son budget toute seule, sans supporter le feu vert de la Commission de Bruxelles, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et enfin, la quatrième souveraineté, bien sûr, c'est la souveraineté monétaire, puisqu'on ne peut pas développer de politique économique, on ne pourra pas redresser notre économie tant qu'on ne sera pas maître de notre monnaie. Donc ça implique d'abandonner l'euro, monnaie unique. Voilà. Et ça, c'est l'engagement numéro 1. Donc vous voyez, c'est vraiment l'engagement cardinal. Et puis ensuite, bien sûr, ce préalable étant fait, on pourra mener toute la politique qui est la nôtre, notamment en matière de maîtrise de l'immigration, puisqu'on sera souverain. Donc on pourra contrôler nos frontières et juguler la vague migratoire dont nous avons été victimes et que l'Union européenne organise en plus. Et puis d'autre part, nous pourrons aussi, et malheureusement l'actualité en montre la nécessité, rétablir la sécurité. Et puis j'ajouterais également, Marine attache une importance particulière à la restauration de notre défense nationale, puisqu'on voit bien que nous sommes engagés dans une guerre contre des mouvements terroristes et qu'on ne pourra pas la gagner si on ne met pas le paquet sur la défense nationale. Et c'est la raison pour laquelle elle prévoit dans son programme la construction le plus rapidement possible d'un deuxième porte-avions qui s'appellera le Richelieu, et puis la création de beaucoup d'emplois militaires, 50 000 emplois au cours du quinquennat, pour que nous puissions au mieux agir sur le terrain là où il faut agir. Je pense par exemple au Mali. Il faut absolument aider le Mali à résister à l'emprise des terroristes, parce que si un jour ce pays devait tomber en leurs mains, ce serait une base arrière pour organiser des attentats chez nous. Voilà, voilà donc quelques-uns des axes du programme de Marine sur lesquels je voulais insister aujourd'hui et sur lesquels j'insisterai cet après-midi pour les militants de la Creuse. Alors maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Quand vous parlez de récupérer sa souveraineté, ça veut dire une forme de sortie de l'Europe, donc? Ah oui, ça veut dire clairement un Frexit sur le modèle du Brexit britannique. Je pense aux agriculteurs de la Creuse qui sont, comme beaucoup, dépendants des aides européennes à l'agriculture. Qu'est-ce qu'il en sera pour eux? C'est très simple. C'est encore dans le programme de Marine. Nous allons remplacer la politique agricole commune, la PAC, par une PAF, une politique agricole française. C'est-à-dire qu'ils vont toucher beaucoup plus d'aides une fois qu'on sera souverain. Alors comment cela est-il possible? C'est très simple. L'Union européenne nous coûte très cher. À l'heure actuelle, on verse environ 21 milliards d'euros par an et on en récupère environ 13, dont une majorité justement pour la politique agricole. Donc si nous quittons l'Union européenne, nous économisons mécaniquement 8 milliards d'euros par an. Donc vous voyez, on pourra avec ce gain aider nos agriculteurs. Et d'ailleurs, en majeure partie,
ce gain que nous réaliserons sera dirigé vers les agriculteurs, parce que nous considérons que c'est une profession sinistrée et qu'il faut aider au plus vite. En outre, il y a une deuxième façon très facile à comprendre, grâce à laquelle Marine aidera les agriculteurs, ça sera en restaurant de bons rapports avec la Russie. Parce que la Russie, c'était des débouchés très importants pour nos agriculteurs. Alors, par exemple, pour la production de pommes en Corrèze, pour la production de porc en Bretagne, bon, etc. Mais toutes les régions ont été victimes de la rupture des relations avec la Russie, qui est de notre faute. Eh bien, en restaurant ces bonnes relations avec la Russie, puisque c'est un secret de Polichinelle que Marine et Poutine s'apprécient mutuellement, nous pourrons restaurer toutes ces filières d'exportation de notre agriculture. Oui, je dirais, si je peux me permettre, oui, j'étais mercredi avec les côtés des jeunes agriculteurs à Lussat, donc c'était reporté par la montagne et le Creuse. Ils sont tenus à recevoir les représentants de partis politiques, voire les candidats aux futures élections législatives, pour nous faire part de leurs inquiétudes, de leurs problèmes, notamment sur l'installation des jeunes agriculteurs. Et c'est très important pour nous, surtout en Creuse, qui est un département encore très rural. Alors j'ajoute à ce sujet que les jeunes agriculteurs, puisque vous en parlez, au niveau national, m'ont écrit en tant que parlementaire européen, ils m'ont écrit cette semaine pour me demander d'être vigilant sur le vote qui va avoir lieu au Parlement européen la semaine prochaine, donc cette semaine qui arrive, sur le CETA, le fameux traité de libre-échange avec le Canada. Et je leur ai répondu dans l'heure qui a suivi, puisque c'était un échange par mail, pour leur dire que moi, personnellement, je voterai, bien entendu, comme tous les eurodéputés Front National, contre le CETA. Parce que leurs craintes sont parfaitement fondées. Ce traité de libre-échange avec le Canada va accroître dans des proportions considérables les difficultés de nos agriculteurs. C'est absolument sûr, et d'ailleurs, ils le savent beaucoup mieux que moi, puisque c'est ce qu'ils m'ont expliqué eux-mêmes dans leur mail. Mais bien entendu, je n'avais pas attendu leur alerte, je m'en étais aperçu. Et avant de lutter pour le CETA, avec mes collègues, j'ai lutté par exemple contre le TAFTA, le fameux traité de libre-échange avec les États-Unis. Et à ce titre, j'avais réussi à être l'un des 8 parlementaires européens qui avaient été à Washington rencontrer les négociateurs américains. Et ça m'avait permis de leur poser des questions pour savoir ce que voulaient les Américains. Et j'avais pu, grâce à la franchise de leurs réponses, découvrir par exemple qu'ils souhaitaient inonder notre marché en effet de produits agricoles. Et ils nous annonçaient froidement qu'ils allaient manger notre marché. Ils m'avaient cité l'exemple du poulet par exemple. Et d'autre part, ils m'avaient dit leur intention de détruire autant que possible dans le cadre des négociations nos appellations d'origine protégée. Donc c'était très clair. Et quand je suis revenu, j'ai fait un communiqué de presse pour raconter ce que j'avais vu. Ça a été largement repris ensuite par Marine et par le Front. Et du coup, ça a renforcé notre conviction qu'il faut lutter contre ce genre de traité de libre-échange. Alors, le TAFTA, heureusement, il est derrière nous. Je crois qu'il est définitivement enterré. Mais en revanche, le CETA, qui est son petit frère jumeau, eh bien lui, malheureusement, il risque d'être voté par le Parlement européen la semaine qui vient. Donc là, je profite que vous soyez là pour lancer un cri d'alerte. Alors que tout le monde reconnaît maintenant que le TAFTA était un danger, eh bien, si on est cohérent, il faut dire que le CETA, c'est aussi un danger, et s'opposer à son adoption, et faire pression sur les eurodéputés. Parce que ne vous faites aucune illusion, si on ne crie pas suffisamment fort, la majorité socialiste et PPE, c'est-à-dire en réalité ce qui correspond aux républicains chez nous, va nous voter ça. Et vous voyez, il y a un double discours en France. Vous avez les hommes politiques de gauche et de droite qui, sur le terrain, disent « nous allons défendre les agriculteurs, etc. » Et une fois qu'ils sont à Bruxelles, ils votent des textes dont on sait très bien qu'ils vont aggraver la situation de nos agriculteurs. Bon, moi au moins, avec mes collègues, avec Marine Le Pen, eh bien, nous sommes cohérents et nous nous opposerons de toutes nos forces au CETA. Cet après-midi, votre intervention, elle aura lieu où? Ici même. Ici. Ici? D'accord. Donc elle tournera sur le thème des 144 propositions, puisque je ne viens pas aujourd'hui en tant que député européen, bon, même si c'est une expérience qui me sert évidemment pour étayer mon propos, mais pour vraiment en tant que conseiller de Marine Le Pen, puisqu'elle a créé un conseil stratégique au mois de novembre, qui comprend une trentaine de membres, j'en fais partie, et elle a demandé à chacun des membres du conseil stratégique d'aller dans plusieurs départements pour l'aider à présenter son programme, puisqu'elle ne peut pas aller elle-même dans tous les départements, évidemment. Alors cela dit, elle ira quand même dans beaucoup de départements,
Alors non pas pour faire des meetings, puisqu'elle va faire une série de gros meetings bien ciblés, dont un pour vous à Châteauroux bientôt. Châteauroux le 11 mars. Voilà, Châteauroux le 11 mars. Ah oui, les Creusois sont invités à se déplacer à Châteauroux. C'est le meeting qui est conçu notamment pour les Creusois. Et, mais en revanche, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire beaucoup de visites d'entreprises, de visites de fermes, de visites de commerçants, etc. Et elle donc, a évoqué justement une visite à Bellac chez Madame Gall, voilà, qui par était sa exemple. contractrice dans l'émission de France 2. Oui. Ça se fera Écoutez, ça se fera, il y a une négociation qui est en cours, après ça ne se fera que si les deux parties sont d'accord, mais du côté de Marine, oui, elle est prête, hein. Elle n'attend que ça. Elle souhaite justement multiplier ses contacts directs avec les professionnels issus de divers milieux. Elle veut montrer que c'est une candidate qui est sur le terrain, qui n'est pas seulement comme d'autres à Paris ou à La Réunion. Et justement, à propos de Madame Gall, il y a eu une campagne de dénigrement très violente à son encontre sur les réseaux sociaux, en disant que c'était une comédienne et pas une chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de... Je pense que c'est malheureux. Gilbert Collard notamment a relayé ce... Écoutez, une actrice, je sais pas, moi je connais pas cette dame personnellement, j'espère que ça n'est pas une actrice. Nous, on l'a rencontrée à plusieurs reprises pour des reportages, c'est une chef d'entreprise. Oui, donc je ne vois pas pourquoi elle est victime d'une telle... si elle est bien connue dans la région. Vous savez, les réseaux sociaux, ça peut être à la fois la meilleure et la pire des choses. Pour nous, c'est la meilleure des choses parce que grâce aux réseaux sociaux, on peut relayer nos idées. On est extrêmement actif sur les réseaux sociaux, moi le premier, mais en même temps, on sait bien que c'est un vecteur de déversement de toutes sortes de rumeurs, voire de diffamation. Malheureusement, c'est le mauvais côté des choses. Moi, je suis toujours prêt à prendre la défense de quelqu'un, même un adversaire politique, s'il est victime d'une mise au pilori injustifiée. Il faut rester honnête. Il faut rester honnête. Moi, je souhaite qu'on fasse de la politique de façon honnête. J'en reviens par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Là, cet après-midi, on aura à nos côtés au moins 3 conseillers régionaux, normalement. Donc Vincent Girard, conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine pour la Haute-Vienne, Jean-Paul Berroyer de Charente et Martine Rimbaud de la région Centre, qui ont tenu à être à nos côtés entre eux cet après-midi. Voilà. J'en suis très heureux. Oui, c'est l'occasion de vous rencontrer également. Oui, alors j'en connais certains déjà, notamment Berroyer. J'avais été à l'inauguration de sa permanence, puisque lui aussi a une nouvelle permanence à Angoulême. J'y suis passé. Voilà, qui est très belle aussi. Moins belle. Moins belle que celle-là. Mais ça, il ne faut peut-être pas le dire, on va avoir des ennuis. Mais effectivement, en le disant, je le pensais. Si, c'est vrai, en plus, c'est vrai. Celle-là est particulièrement... Non, mais pour faire mieux, là, c'est difficile. Voilà. Restons modestes. Voilà. Alors la sienne, quand même, est face à la gare. Elle est bien placée. Voilà. À la gare, ici, le problème en Creuse, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de trains. Alors, ouais. Encore des gares, mais il n'y a plus beaucoup de trains. Bordeaux-Lyon ne fonctionne plus. Alors, on est sur la ligne Bordeaux-Lyon. Ah bon, ça ne fonctionne plus? Non. Ça fait déjà des années. Bon. Moi, je suis venu en voiture. Ça. En général, je me déplace en voiture pour aller à Paris ou à Bordeaux. Comme les paysages sont beaux, c'est agréable aussi. Oui. Vous comptez sur combien de... Enfin, vous pouvez compter sur combien d'adhérents dans le département, M. Moum, au Front National? J'avais dit tout à l'heure, environ 300. D'accord. Il y a eu beaucoup de, je disais tout à l'heure aux collègues, il y a eu beaucoup de nouvelles adhésions en 2016. Tout au cours de l'année. Oui, dû notamment au problème de la répartition des migrants. Je crois que ça a beaucoup frappé les gens. Alors, on a organisé dans toute la France des manifestations devant les préfectures, les sous-préfectures qui accueillaient des migrants. Et ça a eu souvent, ça a rencontré un grand succès populaire. Moi, personnellement, je me souviens d'en avoir fait une manifestation en Ille-et-Vilaine à Fougères, une petite sous-préfecture très calme. Il n'y a pas souvent de manifestations, il faut bien le dire. Et il y avait quand même 250 personnes qui étaient venues autour de moi pour protester contre l'arrivée d'une cinquantaine de migrants. C'était un séisme, ça ne s'était jamais vu. Donc ça veut bien dire que ça a secoué les gens. Ils se sont dit que là, il y avait quand même un danger, si ce phénomène se continuait, un danger pour
leur identité, hein, tout simplement. Il y a des gens qui nous contactent aussi, qui ne sont pas adhérents, donc au niveau sympathisant, Ah oui, bien sûr. on a multiplié par 2 quasiment les contacts. Sur les 250 personnes à Fougères, il y en avait au moins la moitié qui n'étaient pas adhérents, hein, parce que c'est absolument évident. C'était un mouvement de fond, véritablement. Mais ça, c'est national. C'était national, oui, sans compter les gens. On avait fait donc un défilé le long de la voie principale devant la sous-préfecture, et les gens nous regardaient de leur balcon aussi, et on n'a eu aucune invective, c'est-à-dire que je pense que beaucoup de citoyens sentaient bien qu'il y avait un sujet grave là qui était en train d'être débattu. Il n'y a pas eu de contre-manifestation. Ah si, comme toujours, mais bien maîtrisé par les CRS. Alors, dans beaucoup d'endroits, et particulièrement en Bretagne, où nous avons des gens extrêmement violents qui viennent, vous savez, de l'occupation de la zone d'aéroport de Notre-Dame. Ce que disait Gilles. On a les Black Blocs, des gens extrêmement violents qui viennent de toute l'Europe et qui, à la moindre occasion, viennent essayer d'en découdre avec nous. Donc, les CRS, heureusement, assurent notre sécurité. Mais ils étaient beaucoup moins nombreux que nous. Vous sentez un élan, M. Môme, en Creuse autour de la présidentielle et de la candidature de Marine Le Pen aussi, dans le prolongement de ce que vous me dites et des nombreuses adhésions de 2016? Oui. Oui, après bon, je vous dis, on verra, j'espère avoir une salle bien remplie cet après-midi, en fonction des disponibilités de chacun, parce que bon, la Creuse, c'est un département vieillissant, comme vous le savez, donc en période d'hiver, il y a pas mal de gens qui ont des petits soucis de santé. Mais sinon, oui, il y a pas mal de gens qui nous contactent, même au niveau des... Oui, l'exemple des jeunes agriculteurs, c'est la première année qu'on me contacte pour me demander mon avis et ma position, dans l'hypothèse sans doute où on soit élu et on soit responsabilité, qu'est-ce qu'on allait faire pour eux. Avant, on était un petit peu, on était une hypothèse un petit peu farfelue, maintenant on est vraiment considéré non seulement comme les autres, mais voire donner gagnant. Voilà, exactement. Même nos adversaires le reconnaissent. Benoît Hamon a bien dit que la victoire de Marine Le Pen n'était pas à exclure. Évidemment, lui le déplore, mais c'est un aveu de nos adversaires de crédibilité. Une reconnaissance de notre crédibilité. Donc c'est tout à fait positif. On a changé de stature, aussi bien en Creuse qu'au niveau national qu'un petit peu partout. Vous êtes député européen, vous êtes sans doute candidat aux législatives, enfin candidat à la candidature en tout cas. Hein. Moi je suis candidat à la candidature, le seul candidat à la candidature pour la Creuse. J'ai déjà été candidat en 2012, donc la commission d'investiture se prononce dans les jours qui viennent. Voilà, ça a commencé vendredi, j'ai encore pas eu la réponse définitive. Et à ce titre-là, quelle est votre position sur le fait d'employer des membres de sa famille? Comme assistant parlementaire. Par exemple, oui. Vous voulez répondre le premier puisque moi je ne suis pas dans si le cas. Vous êtes député, moi si je suis député, j'ai personne dans ma famille à employer, ça c'est clair et net. Alors moi c'est pareil, hein, en tant que parlementaire, j'ai 3 assistants et aucun n'a un quelconque degré de parenté avec moi et j'avoue que l'idée ne me serait même pas venue à l'esprit. Alors cela dit, au Parlement européen, il y a depuis quelques années un règlement qui interdit de toute façon d'employer sa famille proche. Mais bon, moi de toute façon mon épouse travaille, elle a un emploi, donc je ne vois pas pourquoi je vais fait un cadeau et mes enfants, je n'ai même pas songé non plus. La polémique, c'est déjà l'employé de sa famille et surtout les sommes d'argent et le travail exécuté ou non exécuté. Pour répondre à votre question, le plus choquant à mon sens, c'est pas tant qu'il emploie sa femme, puisque c'est permis en droit français. Bon, alors, c'est probablement un tort, hein, mais puisque c'est permis. Mais le plus troublant, c'est qu'il semble que ce soit un emploi fictif. Enfin, en tout cas, la question est posée. Hein, et d'après ce que l'on entend, le dossier de défense, pour l'instant, n'est pas très solidement étayé. Donc, on verra bien. La présomption d'innocence joue, mais il y a une interrogation réelle. En parlant des législatives, je me permets de dire, M. Le Breton n'est pas forcément au courant, le candidat des Républicains en Creuse a été investi il y a quelques mois et a été désinvesti. Ah oui. A été désinvesti récemment pour des raisons de parité qui ont été invoquées. Donc le pauvre, il est dans une situation assez désagréable. Mais il a démissionné de son poste de secrétaire. Oui, c'était mon équivalent, si vous voulez, au niveau de la Creuse pour les Républicains. Il a démissionné de son poste et j'avais lu qu'il n'excluait pas de se présenter, même s'il n'avait pas l'investiture. Je ne sais pas quelle est sa décision. Non, ça il va. dit qu'il n'irait pas. Non. Non, finalement, il renonce. Mais on ne sait pas, vous ne savez pas qui sera candidat. C'est encore en négociation avec l'UDI. Voilà. Parce qu'apparemment, c'est un problème de parité au niveau national. Et bon. Ça fait partie des circonscriptions. Pourtant, il y a du bois, je touche du bois, ça ne fera pas au Front National.
Ah oui, ça, C'est pour ça. effectivement, Non, parce non. que nous, au Front Il faut National, être prudent, on voilà, respecte scrupuleusement la parité. Le Front National, voilà, Ouais. a mis un peu de temps à désigner Ouais. les candidats Ouais. officiellement, mais il vaut mieux mettre du temps que, que En mettre deux- à la hâte et puis après revenir sur ce Oui. qu'on a dit. Hein. En 2012, on avait été le parti politique qui respectait le mieux la parité aux législatives. Hein. À l'unité près, on avait respecté. Voilà, comme au niveau des suppléants, bon, j'ai encore pas pris ma décision, mais en tout cas, Ouais. donc suppléant sera une suppléante, même si c'est pas obligatoire, ça me paraît évident d'avoir une femme. Enfin, je crois que c'est inutile d'essayer de vous convaincre que les femmes jouent un grand rôle au Front National. Hein. On peut nous accuser de bien des choses, mais d'être sexiste, je ne crois pas, franchement. La preuve, j'ai une Ouais. secrétaire départementale adjointe et une trésorière. En Creuse. Donc, Oui, et puis il y a beaucoup de secrétaires départementales qui sont des femmes, c'est le cas de plus en plus souvent. on, Moi, aura celle de l'Indre aussi. je viens de la Corrèze où j'étais hier, c'est aussi une femme. Voilà, dans l'Indre. Dans l'Indre, Mylène, où elle viendra Absolument. aussi avec nous cet après-midi, là, Ouais. pour nous soutenir. Et vous serez candidat aussi aux législatives ou... Non. Non. Non, sauf si, comme la dernière fois en 2012, au dernier moment, on m'investit pour, clairement, hein, je vous dis franchement, pour boucher un trou. Hein. En 2012, ça avait été le cas, j'avais été investi dans une circonscription du Calvados. Bon, heureusement, je connais un peu le Calvados familialement, mais c'était pour faire face à un problème de dernière minute. Donc, bon, c'est aussi mon rôle d'être au service du parti. Mais non, je suis parlementaire européen, donc spécialiste de droit européen qui plus est, donc mon rôle est évidemment à Bruxelles, hein, je le conçois tout à fait. Même si, pour tout vous avouer, allons jusqu'au bout de la franchise, je préférerais être député à l'Assemblée nationale, parce que moi je suis souverainiste, pour moi être député à l'Assemblée nationale, ce serait un honneur extraordinaire. Hein. Ce serait vraiment très émouvant, mais bon. Là, vous défendez la France. À l'Union européenne. Oui, c'est. Enfin bon, là, je suis probablement plus utile pour l'instant à Bruxelles, oui, donc c'est ce qu'il faut se dire. Vous devriez être officiellement investi, M. Mouk, d'ici combien de... D'ici, dans le courant février. D'accord. D'ici peu de temps. Je ne sais pas si la commission d'investiture a commencé. Ah oui, normalement, c'est d'ici fin février. Vendredi, bon, je pense que la Creuse c'est assez rapidement, puisque c'est un département où il n'y a pas de souci, il n'y a pas de Vous problème. n'avez qu'un seul candidat, de toute façon. Oui. Oui, donc ça ira vite. Voilà, bon. J'étais à Lyon dimanche dernier, bien sûr, pour voir Marine. J'ai fait même la photo officielle au cas où. Ah, c'est drôle ça. Ce serait cruel si finalement ça ne se faisait pas. Vous pourriez la garder comme souvenir en tout cas. Oui, bah, j'en ai d'autres. Et en 2012, vous étiez déjà au Front National, vous aviez participé à la campagne de Marine Le Pen. Oui, alors depuis 2011, j'ai rejoint le mouvement. Alors c'est une histoire un peu progressive chez moi, hein. C'est-à-dire que jusqu'en 2011, je me suis consacré à ma carrière professionnelle, pour des raisons faciles à comprendre. Dans l'enseignement supérieur, être à l'époque surtout du Front National, c'était mal vu. En 2011, je suis sorti du bois, donc immédiatement j'ai été conseiller de marine. J'ai participé à la création d'un parti politique allié au Front National en 2012. C'était le Ciel, ce qui à l'époque voulait dire souveraineté, indépendance et liberté. Le président était Paul-Marie Couteau, le président exécutif Karim Ouchik, qui est l'actuel président maintenant, et moi j'étais vice-président. Et donc à nous trois, avec d'autres militants, on a créé ce parti. L'objectif était de créer un parti intermédiaire en quelque sorte entre le Front National et l'UMP, pour essayer d'attirer des gens qui étaient tentés par Marine Le Pen, mais qui pour diverses raisons ne voulaient pas aller directement au Front National. Voilà. Et puis donc je suis resté pendant 2 ans vice-président de ce parti, et en 2014, après mon élection comme député européen, car j'ai été élu député européen du Ciel, au nom du Rassemblement Bleu Marine, et pas comme député Front National. J'étais le seul d'ailleurs, avec M. Schaffhauser, nous étions 2 dans cette situation. Et j'ai fait le choix, en définitive, de rejoindre le Front National, parce que je m'y sentais mieux qu'au Ciel, pour dire la vérité, et aussi parce que Marine Le Pen souhaitait me donner encore plus de responsabilités, et donc tout naturellement j'ai franchi le pas. Voilà. Et je l'ai fait en novembre 2014, c'est assez récent. Et aussitôt après, j'ai été au bureau politique. Vous avez un parcours différent, parce que vous avez rejoint le Front National à l'époque de Jean-Marie Le Pen. J'ai toujours été Front Vous, National. Marine Le Pen. Toujours été Front National. Oui. Moi c'est la personnalité de Marine Le Pen qui m'a attiré.
C'est très clairement... Exactement sur la même ligne. On est sur la même ligne, mais on n'a pas le même profil, c'est tout. Si, on est sur la même ligne On est aujourd'hui. sur la même ligne. On pense exactement la même chose. Après, les parcours sont Voilà. différents. Moi, j'ai du respect pour Jean-Marie Le Pen. Je vais vous dire franchement pourquoi je ne l'ai pas suivi. C'est parce que, bon, clairement, quand on est professeur d'université et qu'on s'affiche Front National ou même Rassemblement Bleu Marine, on met sa carrière en péril, il faut être très clair. Et donc, je suis prêt à prendre le risque si c'est pour servir quelqu'un qui ne va pas faire de dérapage, qui est sérieux, qui a du coffre. C'est le cas de Marine. Avec Jean-Marie, je n'avais pas cette garantie-là. Voilà, clairement. Et donc, bon, ce que je vous dis là, franchement, je le dis aussi franchement à Jean-Marie Le Pen. Je le croise, puisqu'il est eurodéputé comme moi. Je le croise, on se serre la main. J'ai de très bons rapports personnels avec lui. Mais voilà, moi, je ne l'aurais pas suivi, personnellement. Vous avez mis entre parenthèses votre carrière de professeur d'université? Non, je ne l'ai pas mis. Je suis toujours professeur d'université. Je tiens beaucoup à le rester, justement parce que j'ai fait l'objet d'une diabolisation absolument inouïe en 2011, quand je suis sorti du bois. Alors, il est vrai que j'étais, du jour au lendemain, on a découvert non seulement que j'étais sympathisant du Front National, mais que j'étais un des principaux conseillers politiques de Marine Le Pen. Ça a fait une sorte de choc. Mais j'ai mis un point d'honneur à m'accrocher, justement. Alors, j'ai été obligé de démissionner de la direction du laboratoire de recherche que je dirigeais depuis 11 ans, qui avait de très bonne réputation puisqu'il était classé A par les experts du ministère, c'est-à-dire le meilleur classement possible. Il s'appelait le GREDFIC, G-R-E-D-F-I-C. Et j'ai été obligé de démissionner. Pourquoi? Parce que ce laboratoire de recherche avait des contrats de recherche et les financeurs menaçaient de couper les crédits si je ne démissionnais pas. Donc dans l'intérêt de mes collègues, j'ai naturellement démissionné. Mais j'ai voulu rester professeur d'université pour montrer qu'il fallait s'accrocher, il ne faut pas abandonner dans la vie. Et en 2013, avant d'être élu député européen, je me suis présenté à 3 élections professionnelles dans mon université et je les ai gagnées. Au scrutin secret, j'ai été élu à chaque fois au premier tour de scrutin, à la majorité absolue des voix. Ce qui veut dire que lorsque les gens peuvent s'exprimer avec un certain anonymat, c'est-à-dire sans être ensuite victimes de diabolisation à leur tour, eh bien, ils privilégient chez les gens leurs compétences, leur savoir-faire, enfin, éventuellement leur amabilité aussi, plutôt qu'une étiquette politique. Et ça, c'est pour moi une leçon pleine d'espérance, parce que j'espère que ce qui m'est arrivé à un tout petit niveau va arriver bientôt à Marine Le Pen. C'est des mentalités incompréhensibles, ça, de juger les gens par rapport à leurs idées politiques. Oui, mais bon, peu à peu on en sort. Ce que je vous décris, ça s'est produit il y a déjà 6 ans. Et en 6 ans, on a fait du chemin, beaucoup de chemin. C'était quelle université? Le Havre, l'université du Havre, avec une tradition communiste en plus. Vous voyez, c'était pas fait pour simplifier les choses. Mais cela dit, en 2013, quand j'ai gagné cette élection professionnelle, il est absolument sûr et certain, c'est sûr, que des communistes ont voté pour moi, scrutin secret, pour m'élire. Et c'était pas une petite fonction quand même, puisque c'était ce qu'on appelle président de section dans notre jargon, c'est-à-dire une fonction qui consiste à recruter les enseignants. Donc ça manifeste une certaine confiance. Il y a des gens intelligents partout, même chez nos pires adversaires. Oui, ils font la part des choses, à un moment donné. Ouais. Mais c'est ça qui est bien au Front National d'aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de profils différents. On a des gens qui viennent de tous les horizons. Il y a des gens qui sont adhérents depuis longtemps, et puis il y a des gens qui sont adhérents depuis 2011, en fait, depuis que Marine est arrivée, puis même des gens qui sont arrivés encore beaucoup plus récemment. Et je trouve que tout ça fait un assez bon mélange. On s'entend bien, parce que contrairement à ce qui se passe dans les autres partis, on est d'accord sur les fondamentaux. La souveraineté, la volonté de lutter contre une immigration totalement déraisonnable, le désir de rétablir la sécurité, ce sont des fondamentaux sur lesquels on se serre les coudes, on est tous d'accord. La volonté d'aider nos agriculteurs, de redresser le pays, de venir au secours de catégories entières de la population, je pense aux commerçants, aux artisans qui sont victimes du RSI, tout ça ce sont des choses qui nous lient profondément. Et je vous disais tout à l'heure pourquoi j'ai quitté le ciel pour le Front National, parce que justement au Front National, il y a ce supplément d'âme, cette espèce d'idéal qu'on ne rencontre pas forcément dans d'autres partis, et que j'avais moins trouvé personnellement dans ce petit parti qu'on avait créé avec Paul-Marie Couteau, qui était le ciel, qui était plus un parti de cadre, si vous voulez.
un peu plus classique de mon point de vue. Une petite intervention. Je vais offrir à notre invité Oh, la comme c'est spécialité de la gentil. Creuse, le gâteau creusois Ah qui oui, vient de alors là, boulanger écoutez, rien voilà, ne de pouvait me Guéret. faire plus plaisir. Donc c'est une des grandes spécialités qui vient d'une recette ancestrale des moines. Ah bah ça me fait Voilà, plaisir. vous mangerez ça en Ah bah merci, merci. Alors là, vraiment, ça en me fait pensant plaisir. aux Creusois. Ah oui, là, franchement, c'est très très gentil. Très très gentil. Bah, merci beaucoup. Merci De beaucoup. rien. Ah oui. Donc c'est fabriqué par tous les boulangers agréés, enfin D'accord, pâtissiers d'accord. agréés de Creuse. D'accord. Et il y a un autre gâteau à peu près similaire Qui qui est vient fabriqué à Gouzon par une entreprise. du 15e siècle. Voilà. Ah bah, écoutez, ça me fait énormément plaisir. Ah, parce qu'on est pour la défense des terroirs, vous l'avez Les compris. produits, Et moi régionaux. surtout, je me suis beaucoup battu pour la défense de nos appellations d'origine protégée aussi. Donc, tout ce qui évoque le terroir. Voilà, c'est s'il y avait eu ce fameux TAFTA, les Américains auraient eu le droit de produire du creusois, Bah, de produire peut-être, du oui, champagne, ouais, de ouais, ouais. Il la faut fourme faire d'Ambert, attention. etc. Ouais.